présent, chers téléspectateurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le sommet du G7 qui se tient du samedi 24 au lundi 26 août 2019. La France accueille à Biarritz, sur la côte basque, ce sommet du G7. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé ce matin en France pour participer à ce sommet du groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde, le G7 tenu sous le thème de la lutte contre l'inégalité. Et pour mieux parler de ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio aujourd'hui Dr Moustapha Tammam, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Moustapha. Bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Tammam. Permettez-nous, avant d'entamer ce dialogue, de regarder un reportage sur le sommet du G7. Pardon. Sachez que de ce samedi 24 au lundi 26 août, la France accueille le sommet du G7 sur la côte basque. Les chefs d'État et les délégations des 7 pays les plus industrialisés, des plus grandes puissances mondiales discuteront et échangeront les points de vue et les réunions collégiales. Qu'attendre donc de ce sommet du G7 placé par la présidence française sous le signe de la lutte contre les inégalités? Regardons les détails dans ce commentaire. Du samedi 24 au lundi 26 août, la France accueille le sommet du G7 sur la côte basque. Les chefs d'État et délégations des 7 plus grandes puissances mondiales discuteront, échangeront et multiplieront les réunions collégiales et les tête-à-tête à Biarritz sous le signe de la lutte contre les inégalités. Mercredi soir, auprès des journalistes français, Emmanuel Macron a déclaré « On va parler des grands sujets stratégiques de sécurité, de commerce et d'économie mondiale de manière très informelle, se dire les choses et on verra s'il y a matière à faire des communiqués ». Ce qui est sûr, c'est que les 7 puissances mondiales qui se retrouveront ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde. Quelques tensions pourraient apparaître entre les participants, notamment à propos de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, des tensions autour de l'Iran, du bras de fer sur le Brexit, de la crise politique italienne ou de la taxation des géants du numérique. Le président français veut mettre sur la table le problème du climat et faire du G7 un engagement des grandes puissances pour préparer le sommet de septembre aux Nations Unies. Nous aurons annoncé nos engagements pour la reconstitution du Fonds vert pour le climat. Les récents incendies dans la forêt amazonienne seront également sur la table après l'appel présidentiel sur Twitter le jeudi 22 août. 13 200 policiers et gendarmes épaulés par les forces militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité du sommet. Nous ne pouvons pas tolérer les débordements. S'ils surviennent, nous y répondrons, a prévenu le ministre de l'Intérieur. Nous n'avons pas d'inquiétude particulière, mais nous avons la culture de ce genre d'événements. Certains peuvent venir avec des interventions belliqueuses, a-t-il estimé. Le gouvernement craint notamment les Black Blocs, la menace terroriste et de possibles attaques sur le réseau Internet. Donc de retour au studio pour entamer notre débat. Bonjour encore une fois, Monsieur Tammam. Et alors, la participation de l'Égypte. Que signifie la participation de l'Égypte, surtout que l'Égypte assure la présidence tournante de l'Union africaine. Elle est donc la voix de l'Afrique à ce sommet du G7. Elle est aussi la voix des pays arabes aussi. Certainement, l'invitation du président Macron au président Sisi pour avoir une participation dans ce événement qui est très très important donne une signification que il y a un changement dramatique qui est occurré en Égypte maintenant. On a, comme on a vu, depuis 2011, on avait beaucoup de troubles politiques et beaucoup de troubles économiques aussi dans l'économie. Mais maintenant, après qu'on a pris une ligne professionnelle, le monde entier a changé leur vie pour l'Égypte maintenant. Et certainement que donne un peu de poids aussi, c'est que l'Égypte maintenant, le président Sisi est le président des pays africains, et certainement ça c'est un très 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 important événement qui signifie qu'on pourra avoir la coopération entre l'Europe et le continent africain.
Parfait. Si on parle également des sujets qui sont à l'agenda de ce sommet du G7, on parle de la lutte contre l'immigration clandestine, l'inégalité, le terrorisme seront à la tête de l'agenda. Il y aura certainement d'autres sujets, mais on parle toujours que pour nous, l'immigration clandestine n'est pas à la priorité, mais pour l'Europe, l'immigration clandestine figure parmi les sujets les plus taquinants, plus importants, oui. Alors, comment voyez-vous ce problème et quelles sont les prochaines étapes? Moi, je pense que ce serait très important que les pays mondiaux, tous les pays mondiaux, on doit avoir une coopération. On doit savoir pourquoi ces citoyens quittent leur pays. On doit demander cette question. Certainement parce qu'il n'y a pas de stabilité politique, il n'y a pas du travail, il n'y a pas peut-être un futur pour les jeunes. Tous ces facteurs combinés certainement donnent une chance pour avoir ce problème-là. Alors certainement, ce serait la coopération entre les pays européens et les pays africains pour développer ces pays africains et peut-être donner l'assistance technique, l'assistance économique, avoir beaucoup de projets de la coopération entre l'Europe et le continent africain. Et je vais vous dire quelque chose de très, très important, que le continent africain est très riche avec leurs ressources. Alors ça, certainement, l'Europe peut bénéficier de ça. Numéro 2, certainement, ça va donner une chance pour l'Europe pour avoir une coopération avec les pays africains, parce que maintenant, l'Égypte, comme vous savez, président de l'Union africaine. Les responsables de l'Union africaine, certainement, savent peut-être pouvoir donner à l'Europe, à la présence du président maintenant, dans ce sommet-là, une idée qu'est-ce qui arrive en Afrique. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de pays en Europe, on ne sait pas peut-être où est l'Afrique, où sont ces pays-là, qu'est-ce qui arrive là-bas, qu'est-ce que sont les problèmes là. Alors certainement pour donner une idée à l'Europe, on doit peut-être donner une chance à ces pays, on peut donner une chance pour avoir quelles sont les possibilités de coopération. Coopération et investissement également. Et quels sont les problèmes, et quelles sont les solutions pour ces problèmes-là. Certainement, moi je pense aussi qu'il y a beaucoup de problèmes dans le domaine de la bureaucratie gouvernementale, dans le système bancaire, le système financier pour transférer les fonds et tout ça. Alors, beaucoup de problèmes, on peut discuter ça en détail dans des comités. On ne peut pas faire ça dans 3 jours. On doit avoir des comités pour avoir un plan d'action, pour assister ces pays-là, pour les lever. Et ça, certainement, ça ne va pas éliminer l'immigration illégale. Peut-être ça va avoir un impact dans le long terme, pas dans le court terme. Si on parle économie toujours, ce sommet du G7 se tient alors qu'il y a plusieurs problèmes économiques dans le monde, surtout la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, aussi le Brexit, aussi le problème entre les États-Unis et l'Union européenne sur les taxes douanières. Alors, plusieurs problèmes économiques sur la table. Est-ce qu'on peut donc prévoir des solutions ou un rapprochement entre les pays lors de ce sommet? Définitivement, on doit avoir une solution pour ces problèmes-là, parce que si on n'a pas une solution, le monde entier va être affecté. Et moi, je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui est arrivé en 2000, depuis 10 ans comme ça, on avait un problème économique mondial. Oui, dans les années 2008. 2008, exactement. 2009, oui. Alors, et peut-être, on avait une chance, peut-être un signal que depuis 2-3 jours, on avait un problème dans la bourse américaine, comme vous savez. Alors, ça nous donne une indication qu'il y aura un problème économique. Alors, ce serait pour la bénéfice de tous ces pays-là, on doit donner des concessions. Chacun
doit donner. C'est comme on avait. Je vais vous donner l'exemple de président Sadat quand il était à Israël. Il a donné des concessions et les Israéliens ont donné une concession. On a pouvoir d'avoir un accord, des compromis, et on avait l'accord de Camp David maintenant. Oui. Et je vais vous dire maintenant, si à présent on n'a pas fait ça au passé, aujourd'hui, c'est impossible de recouvrer la Sinaï. Avec les dynamiques qu'on a, politiques qu'on voit. Alors, c'est une matière de négociation, de chacun donne des concessions pour avoir une situation, comme on dit en anglais, win-win. Parce que si on n'a pas un problème, ce serait un très grand problème pour l'économie mondiale. Parfait. Il y a d'autres regroupements économiques dans le monde, comme le BRICS par exemple, mais le G7 est le plus important et le plus ancien. Oui. Pourquoi? Parce qu'il regroupe les grandes puissances. Les grandes économies, oui, parce que ça représente les grandes économies et les économies qui ont un impact positif dans l'économie mondiale. Alors ça, c'est très, très important. Aussi, ça nous donne... C'est pas toujours un impact positif, non, je pense. Oui. Parce que les grandes économies ou les grandes puissances comme la Chine ou les États-Unis, par exemple, ont un impact très négatif sur le climat, par exemple. Vous avez raison. On le voit. Va discuter certainement. Le climat, c'est un très important sujet. Et vous voyez qu'est-ce qui est arrivé au Brésil. En Amazonie, oui. À l'Amérique du Sud, on a maintenant beaucoup de problèmes. Parce que peut-être personne n'a donné l'importance pour ce sujet-là. Parce peut-être on ne sait pas les conséquences et les dangers d'avoir ces choses-là. Alors c'est très très important de donner une magnification que ces problèmes-là pourra causer beaucoup de problèmes au futur dans le climat, comme vous voyez, les changements du climat, pour la santé des citoyens au monde entier. Parce que beaucoup peut-être des maladies occurrent avec tous ces problèmes-là qu'on a au climat. Parfait. Moustapha Tammam, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique également. Oui. Merci monsieur et passez une excellente journée. On se quitte donc sur ce reportage sur les relations entre l'Égypte et la France. Alors, passez une excellente journée. À très bientôt. Les relations historiques entre l'Égypte et la France remontent à la fin du XVIIIe siècle. La culture française a eu un impact important sur la vie en Égypte en général depuis la naissance de l'État égyptien, dans le sens moderne du terme. À l'époque,